Voilà, donc je termine. Osper, l'antioxydant d'Opalia, pour indiquer pour les anomalies de spermogramme, Osper, les hommes prospèrent. Provoque plus, améliore les chances de conception chez la femme. La chance aide parfois, provoque aide toujours. Donc, je disais merci au laboratoire Opalia. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet à problème, la tératospermie. Est-ce qu'il faut en tenir compte? Pour la tératospermie, ça reste un sujet d'actualité. Est-ce qu'il faut tenir compte de ces anomalies spermatiques qu'on retrouve au niveau des comptes rendus de spermogramme? Comment peut-on gérer la situation devant un couple demandeur d'enfants et présentant une tératospermie? Comme vous savez très bien, le spermogramme, c'est l'examen de première intention qu'on demande au couple devant un désir d'enfant. Cet examen de première intention peut être refait à plusieurs reprises pour vérifier certaines anomalies. Et cet examen consiste en l'analyse de différents paramètres spermatiques, à savoir, donc les plus importants sont la mobilité, la vitalité, la concentration et la morphologie. Donc la morphologie se fait sur un frottis de cellulaire qu'on colore et qu'on regarde sur ce frottis les anomalies décrites et standardisées par l'Organisation mondiale de la santé. Donc toute la pratique du spermogramme est standardisée. Il y a eu 6 éditions de sortie de l'OMS pour bien définir la technique, pour bien définir les seuils et les cut-off par rapport à ces paramètres spermatiques. La dernière est celle de 2021. Celle de 2021, elle vient de sortir. Il n'y a pas grand-chose à rajouter sur les anciennes éditions. Cette évolution des critères de l'OMS ou des normes de l'OMS a été marquée par l'introduction de la notion de la classification de Kruger ou de la classification stricte par rapport aux anomalies, en définissant le spermatozoïde idéal ou typique. Donc, c'était en 1999 qu'on a bien révisé cette morphologie et on est passé, si vous voyez les chiffres sur la dernière ligne, de 50% de forme typique en 87 à 30% en 92, toujours révisé à la baisse pour arriver à la 5e édition, à la 6e édition, à finalement 4% de forme typique. Il y a aussi l'introduction de notions de fourchette de normalité. Donc, quand on parle d'une fourchette de morphologie, on est entre 3 et 4% de forme normale pour dire qu'on est avec un spermocytogramme normal en morphologie spermatique. Alors, cette classification de Kruger n'est pas adoptée par tout le monde, malgré que l'OMS insiste sur ce plan pour standardiser effectivement les études et standardiser les pratiques au niveau des différents pays. Il y a, par exemple, la France qui adopte une autre classification qui est la classification de David, et Marion en est témoin. On a discuté de ça lors de notre réunion et ils adoptent toujours la classification française de David modifiée qui s'élève à 23% de forme typique pour la normalité du spermocytogramme. Alors, la différence entre les deux classifications, c'est que la classification de Kruger, elle est centrée sur les anomalies et la taille de la tête. Pour la classification de David, c'est un peu toutes les anomalies qui ont été décrites avec les anomalies de la tête, de la pièce intermédiaire et du flagelle. Alors, le biologiste devant ces normes et ces paramètres, et il est amené à faire l'analyse avec ses difficultés. Donc, sur des millions de spermatozoïdes, on ne peut diagnostiquer ou explorer que très peu de spermatozoïdes. On n'a que 200 spermatozoïdes à explorer
pour établir un pourcentage. Il y a l'histoire des formes subnormales, donc subtypiques, donc c'est très variable entre opérateurs. Il y a aussi la variabilité interlaboratoire qu'on peut surmonter par le contrôle qualité qu'on instaure dans les laboratoires. Et finalement, chaque laboratoire établira sa norme, établira sa conduite à tenir en fonction de son expérience. Il y a aussi la difficulté d'interprétation. La difficulté d'interprétation, c'est qu'entre 0 et 4%, la fourchette est très restreinte. Différencier la tératospermie extrême de celle sévère à modérée semble être un peu difficile. Donc, on n'a pas une fourchette qui est large pour catégoriser ou pour différencier cette notion de sévérité et aussi de térato légère. Donc, on est bien limité par cette fourchette. Par contre, ce qui est connu, c'est que, et ce qui a été démontré, c'est qu'on a la notion de tératospermie monomorphe quand ou la majorité des spermatozoïdes présentent une certaine anomalie qui se répète au niveau des différentes cellules qu'on observe en morphologie. Il y a la tératospermie polymorphe qu'on trouve isolée, c'est-à-dire sans autre anomalie associée au niveau du spermogramme, comme ça peut être lié à d'autres anomalies qu'on observe au niveau du spermogramme, telles que la nécrosospermie. Voilà, donc malgré ces difficultés d'interprétation, on essaie d'établir donc dans chaque laboratoire des conduites et orienter, bien sûr, l'idée c'est d'orienter les cliniciens vers la technique d'assistance médicale à la procréation la plus adéquate pour le prélèvement de sperme en question. Alors, je commence par le premier cas clinique. Notre premier cas clinique traite un couple qui est marié depuis 12 mois, une année. La dame, elle est jeune, elle a 32 ans. Elle a eu déjà une grossesse d'une première union. Et son bilan est tout à fait normal. Le monsieur, il a 39 ans, il est tabagique. Son spermogramme réalisé en ville montre une tératospermie isolée. Les formes typiques sont à 0%, sinon le reste des paramètres spermatiques étaient corrects. Alors, son médecin traitant lui a demandé une vérification de ce spermogramme avec une étude de sperme et un test de migration survie. Ce test de migration survie a montré, donc après préparation, 1,5 million de spermatozoïdes mobiles progressifs récupérés après traitement. Les formes typiques se sont améliorées à 1% après la sélection et la survie est bonne à 85%. Sinon, pour les paramètres initiaux, on reste à 0% de forme typique avec la classification de Kruger. Alors, quelle serait votre conduite à tenir devant ce couple qui désire avoir un enfant? L'infertilité date d'une année et ils n'arrivent pas à avoir leur enfant. Donc, voici les propositions. Soit on lui demande d'arrêter le tabac et après continuer à attendre la survenue de la grossesse, arrêter le tabac et programmer des cycles avec rapport, donner un traitement antioxydant et programmer un cycle avec rapport, faire l'insémination artificielle directement ou bien aller d'emblée à la fécondation in vitro. Alors, vous pouvez, bien sûr, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs réponses. Donc, vous pouvez noter sur la rubrique, la QER, vos réponses et on va voir. Qu'est-ce que ça va donner? Que pensez-vous? Alors, A, B, C, D, E, vous pouvez bien sûr mixer à plusieurs réponses à la fois. Alors, que pensez-vous? On attend vos propositions.
Alors, en attendant la réponse des participants, les réponses des participants, on va parcourir un petit peu la biblio. Donc, en ce qui concerne tératospermie et tabac, la question a été tranchée. Donc, il y a le tabac consiste en un facteur de risque d'apparition d'une tératospermie au niveau du spermogramme chez un homme qui n'arrive pas à avoir un enfant. Donc, ça a été démontré par l'équipe de Dang en 2016. Sinon, concernant la tératospermie isolée et la possibilité de conception naturelle, est-ce possible? Cette étude qui a été menée de manière longitudinale sur 2 ans et demi, qui a suivi des patientes jeunes dont les conjoints présentent une tératospermie isolée. Donc là, il y a des critères de la population témoins aussi, parce que ces auteurs ont suivi une population d'hommes qui ont des formes typiques au-dessus de 4% et d'autres conjoints qui ont des formes typiques inférieures à 4%, c'est-à-dire de 0 à 4%. Alors, les constatations ou les conclusions par rapport à cette étude c'est que au fil donc de cette durée de conception ou ce délai d'attente, finalement 29% des hommes qui ont une tératospermie ont réussi à avoir leur premier enfant. Alors, sur les grossesses recensées dans le groupe tératospermie, il y a 75% des grossesses qui ont été réussies sans recours à la FIV, bien sûr, donc en conception naturelle. Et sinon, le reste des hommes ont passé en FIV. Alors, pour le groupe qui ont réussi à avoir leur premier enfant, ils ont réussi après à avoir aussi un autre enfant ou une grossesse en cours au bout d'une année après la première grossesse. Donc, l'absence de forme typique au niveau du spermocytogramme ne donne pas l'impossibilité ou n'interdit pas la possibilité de laisser le couple concevoir naturellement. Le seul bémol, c'est que ces auteurs insistent sur le fait que ces patients ou ces conjoints qui ont réussi à avoir leur grossesse ne présentent pas d'anomalie prédominante au niveau de la tête des spermatozoïdes observés sur les différents spermocytogrammes. Donc, il faut faire attention aux anomalies de la tête. Dès qu'on reçoit un spermocytogramme, il faut regarder l'ensemble des anomalies. Et s'il y a des anomalies de la tête, il faut éviter d'attendre et passer en procréation médicalement assistée. Alors, l'usage des antioxydants dans cette anomalie morphologique. Est-ce que les antioxydants ont un effet sur la tératospermie? Eh bien, la méta-analyse de 2014 qui a recensé 48 études, 4179 hommes infertiles avec des anomalies du spermogramme. Donc, la durée du traitement antioxydant était entre 3 mois et plus de 2 ans, d'une année. Et cette méta-analyse a démontré qu'il n'y a aucun effet des antioxydants sur la tératospermie. Alors, il n'y a aucun effet sur les molécules qui étaient présentées dans les antioxydants tels que la vitamine C, la vitamine E, le zinc, le L-carnitine, etc. Donc, il n'y a pas déjà un composant qui a un effet sur le traitement de cette tératospermie.
Alors, notre propre expérience et d'après l'étude qu'on a fait sur 200 hommes infertiles qui est venu faire impact spermiologique à Fertilia, ce travail a été présenté à la SRM 2019. Nous n'avons pas trouvé de corrélation entre la tératospermie et le stress oxydatif. Donc, un homme tératosperme ne veut pas dire qu'il a un stress oxydatif élevé et vice-versa, un stress oxydatif élevé ne veut pas dire qu'on est en tératospermie extrême. Par contre, la présence d'un stress oxydatif est un élément en faveur de la prescription d'un traitement antioxydant pour ne pas altérer la qualité des spermatozoïdes, donc avec l'installation de ce stress oxydatif élevé. Alors, j'arrive à la question, est-ce que la tératospermie isolée contre-indique l'insémination artificielle ou pas? Il y a beaucoup de controverses sur le sujet. Les séries sont pas très larges, mais ce qui ressort de la littérature, c'est qu'il n'y a aucune contre-indication à l'insémination intra-utérine en présence d'une tératospermie isolée. C'est vrai que les hommes qui ne présentent pas d'anomalie, donc sur la plaque, il y a donc les normozoospermiques et les tératospermiques, et les taux de grossesse sont beaucoup plus intéressants dans le groupe normozoospermique, ce qui est tout à fait normal, mais il y a aussi un 17% de grossesse dans cette catégorie de patientes qui sont jeunes, qui n'ont pas d'autres pathologies et qui ont réussi à avoir leur enfant avec une tératospermie isolée. Pareil, donc cet article est en concordance avec le premier, donc la tératospermie isolée ne contre-indique pas l'insémination artificielle. Par contre, plus on avance en tératospermie, en sévérité, on a moins de chances d'avoir des grossesses en insémination artificielle. Ce qui est sûr que si on a moins de 4% de formes typiques et moins de 1 million de spermatozoïdes mobiles, sur cette plaque, on n'aura pas de grossesse d'après cette étude rétrospective menée entre 89 et 95 et qui intéresse 792 couples. Donc, zéro grossesse si on est en tératospermie et en nombre qui est limité en TMS. Je reviens à nos propositions. Donc, pour ce couple-là, je ne sais pas si on a eu des réponses. Oui, bon, pour les réponses, c'est pratiquement, il y a une unanimité pour l'arrêt du tabac, mais arrêt de tabac uniquement, mais beaucoup n'ont pas mentionné l'expectative, arrêt de tabac. Et souvent, l'arrêt de tabac est associé aux autres propositions. Alors, il y a ceux qui ont parlé de traitement antioxydant, mais on a démontré que le traitement antioxydant n'a pas, sans stress, si le stress oxydatif est normal, n'a aucun intérêt. Pour l'insémination artificielle, vous avez vu d'après la littérature que la tératospermie isolée ne contre-indique pas l'insémination artificielle, sauf si elle est associée à une oligospermie sévère. Pour la fécondation in vitro d'emblée, généralement, ce n'est pas indiqué d'emblée, mais pour la tératospermie, donc isolée, s'il n'y a pas d'autres facteurs. En tout cas, pour ce couple, donc, nous avons recommandé d'arrêter le tabac et au bout du deuxième cycle avec rapport, donc, ils ont eu leur grossesse. Donc, pour conclure sur ce cas clinique, il faut… S'il te plaît, est-ce que dans la salle, il y a des commentaires à propos de cette partie-là? Moi, j'aurais un commentaire. OK, alors, moi, mon seul commentaire dans ça, c'est par rapport au fait de laisser en cycle avec rapport ou de passer en insémination.
c'est vrai que l'insémination n'est pas contre-indiquée en cas de tératose isolé, mais elle est même indiquée chez un couple ici où pratiquement ça se rapproche beaucoup de l'infertilité inexpliquée. C'est mieux, ça donne plus de résultats que si on laisse le couple en cycle avec rapport seulement. Ça, c'est juste un commentaire. Donc, si on prend le cas dans son ensemble, l'insémination rajouterait quand même des choses chez le couple. Et l'arrêt du tabac, avec toutes les difficultés que l'on connaît pour faire arrêter le tabac à monsieur qui fume. Donc, et je trouve que le stress oxydatif est d'un apport pour guider la prescription des antioxydants. Et je pense que c'est aussi cette spermiologie avancée, c'est très intéressant aussi pour faire arrêter le tabac aux messieurs, parce que du coup, ça donne des valeurs objectives pour démontrer l'impact de leur hygiène de vie sur leur sperme. Et non pas juste donner un conseil comme ça, généraliste, comme on a l'habitude de le faire. Merci. Merci, Mohamed. C'est bon. Est-ce que toutes les tératospermies polymorphes peuvent être mises dans le même sac? On ne peut pas individualiser des groupes qui sont à plus haut risque ou à plus de chances de grossesse et des groupes qui sont, par exemple, la pièce intermédiaire, la tête, l'acrosome. Est-ce qu'il y a des anomalies qui sont plus délétères que d'autres? Donc, effectivement, comme j'ai dit, il faut faire attention aux anomalies de la tête. OK? En plus, au niveau de la tératospermie, comme j'ai dit, il y a la tératospermie polymorphe isolée, sans association avec les anomalies des autres paramètres spermatiques tels que la mobilité et la concentration. Et il y a aussi les associations avec d'autres anomalies. Donc, en polymorphe, on trouve l'isolé et l'associé avec d'autres anomalies. En insémination, on a le TMS qui va nous indiquer est-ce qu'on fait l'insémination ou pas en fonction du résultat du test. Et par rapport au type d'anomalie qu'on doit regarder sur le spermocytogramme, c'est surtout l'acrosome, mais il faut regarder l'ensemble des anomalies de la tête, mais surtout l'acrosome. C'est la partie indispensable pour réaliser une fécondation naturelle. Alors, pour conclure sur ce premier cas clinique, la tératospermie doit être confirmée sur 2 cytogrammes. J'ai parlé de la variabilité entre laboratoires, de la difficulté d'analyse et d'interprétation, donc il faut vérifier ce paramètre. Rassurer le couple devant toute tératospermie polymorphe isolée ou associée à des anomalies qu'il peut concevoir naturellement, si bien sûr à nuancer en fonction de l'âge de la conjointe et des autres paramètres. Et aussi ne pas prescrire des traitements antioxydants pour cette tératospermie en l'absence de stress oxydatif. Il faut bien vérifier qu'il y a un stress oxydatif pour donner les antioxydants pour ne pas déséquilibrer le plasma séminal et altérer davantage les spermatozoïdes. Voilà. Alors, s'il te plaît, Hanan, il y a quelques questions de la part des participants. Il y a quelqu'un Madame Daoudi Leila, qui demande quand est-ce qu'on demande la spermoculture? Alors, quand prescrire une spermoculture? Une spermoculture, on la prescrit devant une analyse, donc après un spermogramme, quand il y a des signes d'infection. Le premier signe, c'est la leucospermie, mais il y a d'autres signes indirects tels que les agglutinats, tels que les flagelles enroulés, tels que la baisse de la vitalité. Donc, la nécrosospermie en association avec les flagelles enroulés et la leucospermie nécessite le complément d'exploration par une spermoculture. Même s'il y a un seul paramètre, on prescrit une spermoculture pour s'assurer qu'il n'y a pas une infection au niveau du sperme. Il y a Anis Ahmed Memmi qui demande quel est le délai d'attente après arrêt du tabac.
le délai d'attente. Pour tout contrôle spermiologique, il faut respecter le cycle de spermatogénèse qui est de 74 jours. Donc là, pour tout contrôle, même en arrêtant le tabac ou en donnant une cure de traitement, il faut respecter le cycle de spermatogénèse pour refaire. Il y a une autre question qui nous a interpellés tout à l'heure quand tu as présenté le cas, c'est l'amélioration de la tératospermie après TMS. Comment tu l'expliques? Alors, c'est la sélection en fait sur gradient de densité qui fait que sur les millions de spermatozoïdes qu'on passe sur le gradient, parce qu'en morphologie, comme j'ai dit, on n'explore que 200 spermatozoïdes. Donc, après, sur l'ensemble de l'éjaculat, si on traite, on aura le 1% de plus après la sélection. Donc, ça se corrige par la sélection sur gradient de densité. Bon, il y a une autre question qu'on ne peut pas zapper, c'est l'étude automatisée et l'évaluation de la térato. Que penses-tu? Alors, l'OMS a décrit les normes du spermogramme et les techniques avec lesquelles on peut faire le spermogramme et le spermocytogramme. Et bien sûr, le système automatisé est reconnu en tant que technique d'évaluation des paramètres spermatiques, mais il faut bien l'utiliser de manière contrôlée pour que ça ne donne pas de faux résultats, et on va y arriver sur ce point-là. D'accord, donc tu continues. Okay. Deuxième cas clinique, donc c'est un couple qui désire avoir un enfant depuis 18 mois. La dame, elle a 36 ans. Elle a eu une grossesse spontanée avec fausse couche à 7 semaines d'aménorrhée. Donc là, elle présente une obstruction tubaire proximale gauche. Sinon, son bilan hormonal est normal. Le monsieur, il a 38 ans, il est tabagique. Son spermogramme montre une oligoasténospermie légère, mais une tératospermie sévère. Donc, nous sommes devant un couple qui présente une infertilité secondaire. Le médecin traitant a demandé une étude de sperme pour contrôler donc le premier spermogramme, et cette étude de sperme a montré une oligospermie légère à 30 millions, une asténo modérée à 20%, une térato extrême polymorphe. Si on regarde les anomalies, c'est vraiment polymorphe. Il y a un problème d'acrosome, mais pas très important. Et il y a aussi des anomalies diverses avec beaucoup de formes amorphes, c'est-à-dire qui montrent une irrégularité au niveau de la tête. Alors, le médecin traitant leur a dit au monsieur d'arrêter le tabac et puis d'aller en FIV, parce que le TMS a montré un nombre faible de spermatozoïdes récupérés à 0,6 million, donc ce qui n'est pas compatible avec une insémination. Donc, cette inclusion en FIV a été décidée, mais est-ce qu'on va faire de la FIV classique, de l'ICSI avec biopsie testiculaire, ou bien une ICSI améliorée avec une sélection de spermatozoïdes à très fort grossissement? Alors, on va commencer par les présents. Qui recommande la FIV classique? L'un, personne. Qui recommande l'ICSI? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. ICSI avec BT? Non, personne. l'IMSI? Non. Donc, la majorité ICSI pour les présents. Maintenant, okay. Pour les participants, à distance. Ici, il y a un peu plus d'IMSI. Alors, pour les participants, donc c'est une majorité d'ICSI avec quelques IMSI quand même. Alors, la biblio, donc si on regarde la biblio,
Sur cette série parue récemment en 2021, ces auteurs ont essayé de mener une étude de cas témoins pour regarder en fait l'influence de la morphologie spermatique ou de la tératozoospermie sur la prise en charge en AMP, en fécondation in vitro classique et en ICSI. Donc, 3670 cycles sur 3 ans ont été répertoriés. Ont été inclus les messieurs qui présentent une tératozoospermie isolée ou bien associée à des anomalies modérées du spermogramme. Pour les patientes, c'est des patientes de moins de 35 ans qui ont minimum 4 ovocytes recueillis. Alors, sur l'impact de la tératospermie sur le résultat de FIV classique était donc une baisse de la qualité embryonnaire au niveau du groupe tératozoospermique, qui est ces 734 cycles qui ont été donc analysés comparativement à un groupe normozoospermique de 1648 cycles. Donc, aucune autre différence n'a été démontrée. Donc, il n'y a que l'effet sur la qualité embryonnaire qui est sorti. Pour les cycles d'ICSI, comme on sélectionne les spermatozoïdes avant la micro-injection, il n'y a aucun effet de la tératozoospermie sur les résultats des cycles d'ICSI dans cette étude en termes de taux de fécondation, clivage, implantation, grossesse, donc aucune différence. Aussi pour la périnatalité, pour l'évolutivité de grossesse et aussi pour la périnatalité, il n'y a aucune différence entre le groupe tératozoospermique et le groupe sans anomalie morphologique. Donc, cette étude est rassurante par rapport à la FIV classique. Il y a une autre étude parue aussi en 2021. Cette étude est assez originale parce que les auteurs ont pratiqué l'ICSI dans 95% de leurs cycles, quand on fait nous pareil. Donc, l'ICSI est majoritaire au niveau du centre. Et à partir de 2017, ils ont décidé de switcher sur la FIV classique. Donc, il considère un patient candidat à une FIV classique quand la mobilité est au-dessus de 40%, sans regarder les formes typiques. Donc, ils s'en foutent de la tératozoospermie. Et ils ont comparé les deux cohortes avant et après le switch. Ils ont remarqué qu'au niveau des cycles de FIV, bien sûr, ils ont abandonné l'ICSI dans 30% de leurs actes. Mais en ce qui concerne les résultats de la fécondation in vitro en termes de taux de fécondation, d'échec total de fécondation, de grossesse, de fausse couche, etc., aucune différence. Donc, pour notre cas, malgré que la littérature est rassurante par rapport à la FIV classique, on a choisi de faire l'ICSI pour ce couple. C'était à leur demande. Et puis, nous avons donc recueilli 8 ovocytes, 5 matures, 5 zygotes, 5 embryons, mais après AJ5 et après culture prolongée, la cinétique de développement des embryons était très lente. Il y a eu un arrêt et un blocage de développement avec un défaut de blastulation et on a replacé un morula pour la patiente. Il n'y a pas eu de grossesse. Alors, est-ce que ce problème de développement embryonnaire est dû à la tératozoospermie? Eh bien, non. L'étude de French en 2011 a montré sur 1074 ICSI qu'il n'y a aucun impact sur le développement embryonnaire. Il n'y a que donc cette étude d'une équipe hollandaise qui a montré qu'il y a un problème de compaction ou un retard de compaction au niveau des embryons issus de sperme tératozoospermique. Sinon, pour le taux de blastulation, il n'y a aucune différence. Donc, il y a un retentissement sur la cinétique pour eux, mais à J3, au moment de la compaction, que ça apparaît. Alors,
D'après Zini et depuis 2008, ce problème de développement embryonnaire et l'effet paternel a été tranché. Et on sait que l'effet paternel tardif n'apparaît qu'à partir de l'embryon clivé précoce à J3 et c'est dû à un problème de qualité nucléaire, soit une fragmentation élevée ou une aneuploïdie majeure. Voilà, donc c'est pour ça que NBIC à la SALF a annoncé qu'il y a une absence de corrélation entre aneuploïdie et anomalie morphologique. Donc, il n'y a pas de corrélation entre ces arrêts de développement et l'effet paternel. Et il y a donc, par contre, un lien entre la compaction de la chromatine, la qualité nucléaire et le défaut de développement. Nous avons donc complété l'exploration spermiologique chez ce monsieur qui a eu un blocage de développement de l'embryon issu de l'ICSI et on a trouvé donc un problème de décondensation de l'ADN qui est à 38%, qui est assez élevé, une fragmentation à 23% qui est élevée et un niveau de stress oxydatif qui est à 1,78 millivolts qui est aussi élevé. Donc, il y a un problème de qualité nucléaire et d'exposition à un stress oxydatif. Nous avons recommandé une cure de traitement antioxydant et nous avons proposé l'IMSI lors de la prochaine FIV pour diagnostiquer les problèmes de compaction et de qualité nucléaire. Deuxième tentative en FIV IMSI. Et 7 recueillis, 5 matures, 4 zygotes, 3 embryons obtenus, transférés et grossesse et naissance d'un enfant en bonne santé. Voilà, donc pour conclure, si vous voulez, sur cette partie, la fécondation in vitro classique est possible en cas de tératosospermie sévère. Il y a une sélection naturelle qui se fait. Mais il faut faire attention aux anomalies de la tête, de l'acrosome, comme j'ai dit tout à l'heure pour l'insémination, à nuancer selon les caractéristiques de la conjointe. En cas d'un premier échec, il faut basculer sur l'exploration avancée et pourquoi pas, si le couple a les moyens, ne pas faire une exploration avancée d'emblée, c'est-à-dire diagnostiquer les problèmes de qualité nucléaire avant de s'engager dans une FIV classique ou dans une IMSI ou autre technique d'AMP. Voilà, donc pour cette partie, s'il y a des questions. Alors, il y a notre confrère, Dr Hachi, donc, qui est urologue, donc il pose sa question, il est de Alger, donc il dit que la cure de varicocèle n'améliore pas la tératospermie. Y a-t-il une analogie avec le manque d'effet des antioxydants sur la tératospermie? Varicocèle et tératospermie. On a un neurologue avec nous. Alors, docteur Kartni pourra nous répondre. Est-ce que tu veux prendre la parole? Alors, la varicocèle n'induit pas de tératospermie. Et en cas de tératospermie isolée, il ne faut surtout pas aller chercher une varicocèle ou traiter une varicocèle. Ça, c'est sûr. Après, pour la question, est-ce que par analogie, bon, c'est vrai qu'il y a... Il n'y a pas vraiment de lien. La varicocèle peut induire un stress oxydatif. On a vu que la tératospermie n'a pas forcément de lien avec le stress oxydatif. Donc, voilà. Donc, traiter une varicocèle, ça améliore le stress oxydatif. Et les antioxydants donc, peuvent améliorer le stress oxydatif, mais ça n'a pas de lien avec la tératospermie forcément. Merci. Merci, Dr Karkni. Alors, il y a une autre question de notre collègue, Madame Nilia Oussadi, qui demande s'il y a une plus grande probabilité de survenue de complications en cours de grossesse quand il y a des tératosospermies. Est-ce que tu as vu ça en bibliothèque, s'il y a plus de complications de grossesse en cas de tératospermie? C'était la plaque qui parle de l'évolutivité et de la périnatalité. Donc, il n'y a pas de différence entre le groupe tératosospermique. Il n'y a pas de différence. Donc là, je viens d'allumer mon micro. Il n'y a pas de différence entre le groupe tératosospermique et celui normosospermique en termes d'évolutivité de grossesse et de périnatalité. Il n'y a pas de complications qui sont survenues suite à
des messieurs qui ont conçu et qui sont tératozoospermes. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui demande pourquoi attendre l'échec d'une fibre pour demander le taux de fragmentation. Alors, c'est vrai que l'OMS a décrit les différentes techniques d'exploration avancée, mais ça reste, c'est pas encore dans les recommandations. C'est-à-dire, c'est pas un examen de première intention qui est prescrit dans le cadre de l'exploration d'un couple infertile. Mais si le couple a les moyens, je l'ai dit, il faut passer en exploration avancée avant de s'engager dans un processus d'AMP. On passe donc au troisième cas clinique, un petit dernier cas clinique. Alors, ce couple, donc, il est marié depuis 4 ans. La dame est très jeune, elle a 28 ans et ses cycles sont réguliers, son bilan hormonal est normal, mais elle présente une obstruction tubaire bilatérale. Le monsieur, il a 35 ans, il est sans antécédents particuliers et son spermocytogramme a été fait en ville. Avec le système automatisé d'ailleurs, on y revient. Donc, avec ce système automatisé, donc, nous avons réussi à détecter certaines anomalies telles que la sténozoospermie, qui est de l'ordre de 13%, une nécrozoospermie et une tératozoospermie extrême avec 0% de forme typique. Si on regarde les anomalies recensées au niveau du spermocytogramme, on trouve qu'il n'y a que 11% des spermatozoïdes qui présentent une tête de taille normale, qu'il y a des problèmes majeurs d'acrosome et sinon 0% de macrocéphalie. Et au niveau de la pièce intermédiaire, il y a 11% qui sont normales. Et au niveau des flagelles, on a beaucoup de flagelles enroulés. La leucospermie était limite presque à 1 million. Alors, le clinicien, devant l'obstruction tubaire, il a inclus le couple en fécondation in vitro et il a adressé le couple dans notre centre pour une ponction après un protocole antagoniste et un déclenchement de l'ovulation à J11. Alors, nous avons recueilli 17 ovocytes, 13 étaient matures, 4 immatures. Et la surprise, c'est qu'en explorant le sperme, il y a des spermatozoïdes qui ont une tête volumineuse avec beaucoup de flagelles, 4 flagelles. Donc, cette anomalie a été détectée dans la majorité des cellules explorées et c'était impossible de récupérer des spermatozoïdes pour la micro-injection. Alors, quelle serait votre conduite à tenir devant ce cas? Alors, faire une biopsie testiculaire à la recherche de forme normale, vitrifier les ovocytes et compléter les explorations après, compléter par une analyse moléculaire, vérifier la cytologie spermatique avant, ou bien autre attitude. Biopsie testiculaire à la recherche de forme normale. Qui est pour? Il y a un qui est pour. Vitrification des ovocytes en attendant. Oui. D'accord. Complété par une analyse moléculaire. Oui. Donc, analyse moléculaire, la plupart, pratiquement. Et vérifier la cytologie spermatique qui est pour. Autre suggestion. Alors, pour les participants à distance, c'est plutôt vitrification des ovocytes et complété par une analyse moléculaire. Alors, Hanan. Alors, nous avons bien vitrifié les ovocytes donc pour les conserver, les préserver. Et la première chose à faire, c'est de vérifier la cytologie.
comme j'ai dit, c'est vrai que l'utilisation du système automatisé a été autorisée par l'OMS pour l'exploration et pour l'examen spermiologique, mais ça ne remplace pas vraiment le manuel. Hein. Donc, il faut toujours valider ces analyses automatisées avec une autre cytologie pour avoir donc le corps net. Donc, vérifier la cytologie, on l'a fait. Et ça a montré un syndrome de macrocéphalie franc. Donc, on a 74% des spermatozoïdes observés qui ont une tête volumineuse, donc une macrocéphalie nette. Donc, suite à cette vérification ou à ce diagnostic de syndrome de macrocéphalie, il faut compléter par l'analyse moléculaire à la recherche d'un facteur génétique derrière cette forme de macrocéphalie. Et nous avons trouvé donc une mutation au niveau du gène ORCC, ce qui explique ce syndrome de macrocéphalie. Alors, les mutations du gène ORCC ont été découvertes de manière successive entre 2007 et 2018. Donc, les principales mutations se retrouvent au niveau du des exons 3 et 6. Donc, cette protéine qui gère les divisions méiotiques, si elle est mutée, elle sera tronquée et elle ne sera pas fonctionnelle et on aura des problèmes de division cellulaire et un aspect de 4 spermatozoïdes englobés dans un seul, ce qui va générer des macrocéphales. Il n'y a aucun intérêt à la biopsie testiculaire puisque l'origine génétique est là. Donc, on aura une cellularité et une cytologie similaires au niveau des tubes séminifères. Puisque c'est codé génétiquement, donc le phénotype est là, même au niveau du testicule. Alors, pour ce syndrome de macrocéphalie, je précise qu'il y a 3 types. Ce qu'on a vu, c'est la forme phénotypique classique avec présence de spermatozoïdes macrocéphales à tête volumineuse. Il y a le type 2 où on se retrouve devant une azoospermie parce qu'il y a un arrêt de la spermiogénèse. Donc, peut-être dans les azoospermies qu'on voit dans la vraie vie, il y a des formes macrocéphales qu'on ignore parce qu'on ne trouve pas de spermatozoïdes et ça reste au stade de spermatite et c'est des spermatites polypoïdes et c'est une forme de macrocéphalie. 3e type, c'est l'arrêt de croissance de l'axonème, c'est-à-dire des formes globuleuses avec un problème de prolongation du flagelle. Le type 1 et le type 3 sont les plus connus, les plus classiques. Ça donne en fiche des aneuploïdies. Donc, il faut compléter si on est en forme à utiliser les spermatozoïdes en assistance médicale à la procréation. Même si on trouve des formes normales au niveau du même prélèvement, il faut explorer par fiche et évaluer l'aneuploïdie avant d'aller faire l'AMP pour évaluer le risque d'aneuploïdie. Alors, la forme partielle, comme j'ai dit, est compatible avec une conception par FIV et même avec une conception naturelle, mais les formes totales, ça contre-indique l'assistance médicale à la procréation et il y a de très rares chances d'avoir une conception naturelle. 3 grossesses ont été décrites, 2 menées à terme, mais il y a aussi une mortalité néonatale qui s'est installée après la naissance. Alors, la conduite à tenir devant une tératosospermie monomorphe type macrocéphalie, c'est tout d'abord de définir les partiels des totales. On parle de macrocéphalie partielle à partir de 10% de forme macrocéphale. L'analyse moléculaire s'impose pour rechercher l'origine génétique. Si on est devant une mutation
il faut arrêter la prise en charge en assistance médicale à la procréation si on est positif en ORCSE. Si la mutation est absente, il faut aller explorer les spermatozoïdes en fiche pour évaluer le taux d'aneuploïdie et proposer un conseil génétique, bien sûr, et pourquoi pas un DPI avant de transférer les embryons. Alors, pour conclure sur ce cas, la prise en charge de la tératospermie monomorphe est assez complexe, elle est spécifique. Ce n'est pas comme les tératospermies polymorphes qu'on vient de voir tout à l'heure. La forme macrocéphale engage le pronostic, c'est un pronostic réservé pour les formes totales. Et quand la mutation est là, c'est l'interdiction totale de l'AMP. Pour les autres formes de tératospermie monomorphe, telles que la globocéphalie, l'acéphalie et les dyskinésies flagellaires, c'est moins sombre qu'en pronostic. On peut arriver à faire la fécondation avec les activateurs ovocytaires. On peut avoir des embryons et des grossesses. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Bon, merci, Anen. Donc, je rappelle, pour Dr Marion, on ne vous a pas entendu. J'espère que vous avez la possibilité d'intervenir à tout moment, de voir les questions, de répondre aussi. Et si vous avez des commentaires à propos de ce qui a été présenté maintenant, vous pouvez toujours commenter. Et avant de vous donner la parole pour présenter votre cas clinique. Alors, est-ce que peut-être on va lire les questions? Il y a quelqu'un qui demande dans la salle, la micro-injection est laborieuse, voire impossible par les aiguilles classiques. Comment vous faites? J'ai bien compris. Est-ce que des dimensions plus larges pour faire l'injection avec des spermatozoïdes macrocéphales, c'est ça? Je pense que c'était ça le sens de la question, oui. Oui. Alors, eh ben non. Les aiguilles de micro-injection sont calibrées sur un spermatozoïde normal. Et justement, le fait que le spermatozoïde ne pénètre pas dans la pipette de micro-injection, c'est que c'est une anomalie de ne pas micro-injecter des polypoïdes. En tout cas, on le faisait avant, quand les micropipettes au début de l'ICSI. Mais maintenant, avec les fabricants et les firmes qui fabriquent maintenant les micropipettes, ne nous laissent pas la possibilité de faire nos pipettes nous-mêmes. Mais au début de l'ICSI, on le faisait. Et maintenant, on ne fabrique plus nos pipettes, on les achète. Est-ce qu'il y a d'autres? Alors, il n'y a pas d'autres Et questions. vous fabriquez vos pipettes spécifiques pour les macrocéphales? En France? Vous pouvez le faire? Vous me demandez à moi en France? Oui. Oui. Alors en France, non, on ne fabrique pas non plus pareil, on ne fabrique pas les pipettes. On les achète toutes faites et puis l'idée, c'est justement pas d'injecter les macrocéphales, donc voilà. Donc on ne le fait pas. Alors, il y a une autre question qui est quelle est la technique de biologie moléculaire qui a été utilisée afin d'identifier le gène ORCSE? C'est un séquençage. Séquençage classique. Alors, moi, j'avais juste un petit… C'est un séquençage qu'on utilise pour la technique. J'avais aussi un petit commentaire par rapport au globocéphale, à la globocéphalie, parce que vous avez parlé de l'activation ovocytaire. Donc, nous, en France, on n'a pas cette possibilité. On en a discuté un petit peu hier. On n'a pas l'autorisation en France de l'utiliser, ou en tout cas, c'est pas… voilà, certains centres le font, mais c'est pas très, très légal. Et donc, nous, on fait dans ces cas-là de l'IMSI et ça marche aussi. On arrive à avoir des grossesses aussi en IMSI, en essayant de chercher des globos, des spermatos qui ont une ébauche d'acrosome, et on arrive à avoir des grossesses comme ça. Et vous faites l'IMSI pour les globos? C'est ça, on fait de l'IMSI, exactement. Systématiquement? Alors oui, c'est ça. Oui, parce que vous n'avez pas l'activateur, donc exactement. Ça reste un moyen pour rechercher les ébauches d'acrosome. Voilà, en fait. Même si on préférerait pouvoir utiliser l'activateur. Et quelle est la raison de cette interdiction?
C'est-à-dire qu'il y a plein de papiers dans le monde maintenant où c'est pratiquement validé. Quelle est l'idée derrière ça? Alors, en fait, l'autorisation de ceux qui, en tout cas, qui les commercialisent en France, c'est un marquage CE, mais uniquement pour le diagnostic et pas pour une utilisation en thérapeutique. Donc, on n'a pas cette possibilité de l'utiliser. En tout cas, on n'est pas dans les règles si on l'utilise. On a parlé de macrocéphale, mais on n'a pas parlé de microcéphale et de ces fameux spermatozoïdes à tête d'épingle. Que pensez-vous? Que pensez-vous de cette pathologie? Est-ce qu'elle est fréquente et quelle est la conduite à tenir? Sur les microcéphales? Les microcéphales, oui. Alors, les microcéphales, pour moi, s'ils ont un acrosome, ils peuvent être fécondants. Donc, c'est rare d'avoir un syndrome total de microcéphale s'ils ont de l'acrosome. S'ils n'ont pas d'acrosome et qu'on est en cas de globocéphalie, là, on repart sur soit de l'activation ovocytaire, soit sur de l'INSEE. Ok, donc donne la parole pour présenter votre cas. Alors, du coup, je présente maintenant, moi? Oui, s'il vous plaît. Ok, alors je vais partager. Vous m'entendez bien? Donc, le temps que Marion partage son écran, Hanen, il te pose la question à propos de l'intérêt du TZI. Donc, c'est Dr Besrour. Bonjour, Dr Besrour. Donc, c'est une question très pertinente. Alors, ce TZI, si on utilise la classification de Kruger, il est optionnel. Donc, mais avec cet indice d'anomalie multiple, on peut repérer les tératospermies avec présence de plusieurs anomalies à la fois au niveau du même spermatozoïde, et ça reflète la qualité du spermatozoïde. Voilà l'intérêt de ce paramètre. Donc, on est en sévérité si ce TZI dépasse les 1,7. Donc, si on a plusieurs anomalies à la fois au sein du même spermatozoïde, bien sûr que le TZI sera très élevé. Merci Hanen. À toi la parole, Marion. Moi, je vais vous parler du coup. Donc déjà, je suis Marion Mendayan. Du coup, je travaille comme on l'a dit tout à l'heure, près de Paris. Je vous remercie de m'avoir invité. C'est des staffs qui sont, je trouve, très intéressants et je disais justement à Sonia que j'espère pouvoir assister aux autres et que j'aurai le lien pour pouvoir assister aux suivants et écouter les échanges et les débats. Donc bon, voilà, je vais vous parler d'un cas clinique qui ressemble un petit peu à celui d'avant. C'est un couple qui s'est présenté chez nous à l'hôpital de Poissy. Le monsieur a 29 ans, la dame a 27 ans. C'est une infertilité secondaire. Ils ont eu une fausse couche et donc qui dure depuis 3 ans. On a fait tout le bilan du coup dans notre hôpital. Le bilan féminin était strictement normal, une réserve ovarienne normale, des trompes perméables. Voilà, on n'a rien retrouvé de particulier. Du côté du monsieur, on n'avait pas grand-chose non plus, donc on a fait un spermogramme. Le spermogramme montrait un volume normal, une numération, une mobilité, une vitalité normale, et on avait 9% de forme typique. Alors nous, en effet, on est en David modifié. Le couple a une infertilité secondaire, un bilan féminin qui est normal, un bilan masculin qui est donc normal en dehors d'une tératospermie, avec des formes typiques à 9%. Et donc dans une classification de David modifiée, quand on a regardé du coup le détail des anomalies, on avait 35% de spermatozoïdes qui étaient macrocéphales, avec quelques-uns qui étaient multiflagellés, de mémoire à peine 2-3%. Donc c'était pas un syndrome qui était très franc et on était un petit peu embêtés. Alors comment je passe ? Du coup, donc qu'est-ce qu'on a fait pour ce patient? Nous, la première chose qu'on a fait, c'est de faire une fiche spermatique pour voir justement le contenu chromosomique des spermatozoïdes. Et on avait uniquement 10% de spermatozoïdes qui étaient aneuploïdes. On a fait également un karyotype qui était normal.
Et du coup, nous, donc, on a décidé de ne pas rechercher la mutation du gène Aurora kinase C, tout simplement parce qu'il n'y avait que 10% de spermatozoïdes aneuploïdes et qu'on s'est dit qu'il n'y avait pas d'indication puisque voilà, s'il y avait eu la mutation, il y aurait eu 100% de spermatozoïdes aneuploïdes. On aurait peut-être dû le faire. Du coup, moi, j'avais juste mis un petit rappel, mais ça a été fait juste avant. Donc, il y a deux types de phénotypes. Un syndrome plutôt classique, les macrocéphales multiflagellés, comme on a vu. Et puis là, c'est un syndrome qui est un petit peu plus complexe, avec quelques spermatozoïdes macrocéphales. Et on est toujours embêté, on ne sait pas trop quoi proposer aux patients. Je ne sais pas, qu'est-ce que dans la salle ou sur le chat, est-ce que les gens, enfin, est-ce que vous auriez fait de l'ICSI? Est-ce que vous auriez fait des inséminations? Qu'est-ce que vous auriez proposé un petit peu à ce couple qui finalement a un bilan normal, ils ne fument pas, ils n'ont pas de cause de retrouver d'infertilité, à part ces 35% de macrocéphales et donc avec une fiche spermatique qui est à 10% de spermatozoïdes aneuploïdes. Et pour rappel, la norme de la fiche spermatique, on doit avoir normalement moins de 1% de spermatozoïdes qui sont aneuploïdes. Je ne sais pas si quelqu'un a un avis. Dans ce cas-là, pour bien choisir le spermatozoïde. Ouais, alors nous, c'est ce qu'on s'était dit aussi. Et finalement, on n'a pas fait ça. Je vais vous expliquer pourquoi. On a décidé, avant de faire l'IMSI, de faire une fiche, mais sur spermatozoïdes sélectionnés. C'est-à-dire qu'on a, ça nous a pris un petit peu de temps, on a sélectionné en fait que des spermatozoïdes normaux, donc ceux qu'on aurait injectés, et on les a déposés sur une lame et on a fait une fiche. Donc, on a fait ça sur 200 spermatozoïdes. Heureusement, il y avait quand même pas mal de spermatozoïdes normaux, donc là, ça ne nous a pas pris non plus trop de temps, mais un petit peu quand même. Et finalement, il y avait 9% de spermatozoïdes aneuploïdes. Et donc, on s'est dit que finalement, la sélection spermatique via l'IMSI, finalement, en se disant qu'on allait sélectionner des spermatozoïdes normaux ou les plus normaux possibles morphologiquement, ça n'allait pas forcément sélectionner des spermatozoïdes euploïdes. Et ça avait déjà été montré dans une étude en 2013, l'étude de Guthoser, qui avait montré aussi que voilà, qu'on pouvait avoir des spermatozoïdes qui étaient dans un syndrome comme ça un peu partiel de spermatozoïdes macrocéphales. On pouvait avoir des spermatozoïdes qui sont au niveau de la morphologie, mais qui pour autant étaient aneuploïdes. Donc là, nous, ça a confirmé cette étude. Et une deuxième fausse croyance aussi que j'ai voulu mettre, c'était que le spermatozoïde macrocéphale ne passe pas dans la pipette d'injection, parce qu'on entend souvent ça aussi. Bon, c'est pas la peine de trop s'embêter, on fait de l'IMSI ou on fait de l'ICSI, parce que de toute façon, il rentrera pas dans la pipette. Alors, c'est vrai la majorité du temps. Mais là, je vous ai mis du coup une image ici qui montre qu'un spermatozoïde macrocéphale, il peut quand même rentrer dans la pipette d'injection, même si ce n'est pas le cas la plupart du temps. Du coup, nous, pour ce couple, on a pris la décision de finalement de ne pas faire d'IMSI, de ne pas faire d'ICSI, et de faire tout simplement une insémination intra-utérine. En fait, on s'est dit que la zone pellucide sélectionnerait probablement mieux les spermatozoïdes que nous. Et on a proposé par contre un diagnostic prénatal, parce qu'ils avaient déjà fait une fausse couche et qu'il y avait quand même des risques d'anomalies chromosomiques. Nous, en France, on ne peut pas faire de DPI, mais je pense que ça aurait été une super indication au DPI pour le coup, et pour le coup, l'IMSI aurait eu un intérêt pour pouvoir avoir des embryons et faire du DPI. Mais nous, en France, vu qu'on ne peut pas le faire, on a préféré rester en insémination et faire du diagnostic prénatal. Et ces gens ont eu un bébé, et là, ils reviennent actuellement chez nous pour le deuxième bébé. Voilà, je vous remercie. Donc, Marion, pour revenir sur le cut-off du diagnostic de macrocéphalie, c'est bien à partir de 10% chez vous. Oui, en fait, alors nous, c'est 10% aussi parce que l'étude dont j'ai parlé de Guthoser, lui, il avait trouvé beaucoup d'aneuploïdies à partir de 12%, il me semble, dans son étude. Donc, nous, on est resté pareil sur le même, à peu près sur ces feuilles-là, 10% comme vous, oui. On se dit qu'on explore un petit peu plus avant d'y aller. Ok, merci. En tout cas, votre cas clinique confirme le caractère, disons, la complexité et le caractère déroutant de cette pathologie. Donc, merci beaucoup. Et on passe donc au dernier cas clinique que Sonia va présenter. Alors, donc, il s'agit d'un couple qui présente une infertilité depuis
12 ans. Donc, madame, elle a 35 ans. Donc, une hypothyroïdie équilibrée, des cycles réguliers de 28 jours, un bilan hormonal, une AMH à 5,9, FSH à 8,2, LH à 6, une prolactinémie à 10. Monsieur, il a 44 ans, pas d'antécédents particuliers, un spermogramme qui est normal en dehors d'une tératospermie extrême. Donc, ils ont eu des tentatives en AMP, donc ils habitent à l'étranger. Donc, ils ont eu 2 tentatives d'IAC avec échec, donc en 2012. Quand ils ont démarré leur parcours en AMP. Ensuite, ils ont eu 4 tentatives d'ICSI qui n'étaient pas documentées. Donc, T1 en 2015, où il n'y a pas eu de transfert a priori suite à un échec de fécondation. La deuxième tentative en 2015, ils ont eu le transfert d'un seul embryon clivé précoce. La patiente est tombée enceinte et elle a eu une fausse couche à 8 semaines d'aménorrhée. Donc, pour la troisième et quatrième tentative, pareillement, il n'y a pas eu de transfert. Donc, les 2 karyotypes du couple sont normaux. Donc, le couple s'est présenté pour une première tentative donc à Fertilia, donc en 2020. Donc, la patiente est stimulée en protocole antagoniste, 2 ampoules de Gonalef et elle a été déclenchée par de l'Ovitrel. Donc, le jour de la ponction, on avait recueilli 14 ovocytes, 10 étaient matures, donc 4 immatures. Donc, le sperme, le jour de l'ICSI, on a rencontré pas mal de formes globososperme. Donc, le reste des paramètres étaient corrects. Donc, on a utilisé donc, le calcium ionophore pour l'activation. Au final, on avait micro-injecté 12 ovocytes. Donc, à J1, on n'a pas vu de signe de fécondation. On n'a pas vu de pronucléi, plus exactement. Donc, on a vu des globules polaires, le deuxième globule polaire sur 3 ovocytes et rien sur les autres. Donc, on a eu un clivage tardif à J3. Et on a laissé en culture prolongée, donc on n'a pas obtenu de blastocyste et il n'y a pas eu de transfert. Donc, on avait complété par un pack spermiologique et donc le détail du spermocytogramme avait montré donc des formes globosocéphales à 17% et des formes avec un acrosome absent ou réduit à 77%. Donc, en dehors de ça, il y avait une altération de la qualité nucléaire avec un taux de fragmentation de l'ADN à 28% et un taux de décompensation de la chromatine à 40%. Le niveau de stress oxydatif était correct. Donc, le patient avait aussi eu une prise de sang. On avait recherché donc, la délétion du gène DPY19L2 et on n'a pas retrouvé de délétion. Donc, suite à ça, on avait recommandé donc, de l'IMSI pour la prochaine tentative. Donc, ils sont revenus. Donc, on a fait de l'IMSI cette fois-ci, toujours avec de l'activation ovocytaire avec le calcium ionophore. Donc, le jour de la ponction, on avait recueilli 24 ovocytes, 21 étaient matures. Donc, pareillement, le jour de l'ICSI, donc, on avait un nombre assez important de formes globosocéphales. Donc, on avait micro-injecté 21 ovocytes. Toujours non vu fait 1, on n'a pas vu de pronucléi. Cette fois, on a eu encore une fois un clivage tardif à J3 de 5 embryons et pas de blasto à J5. Donc, il n'y a pas eu de transfert. Les embryons n'étaient pas évolutifs. Donc, on voulait avoir l'avis des présents de Marion aussi. Oui, alors moi, je trouve que c'est un cas très intéressant. Moi, je me dis quand même, quand je vois le cas comme ça, que ça peut être en effet un problème de tératospermie. Ça peut aussi être un problème quand même ovocytaire. Le fait qu'on est comme ça très peu. J'aurais bien tenté les tests croisés avec, je ne sais pas si vous le faites, mais de mettre des spermatozoïdes avec des ovocytes d'hamster, par exemple, pour voir si ça féconde. Ou voilà, pour voir s'il n'y a pas un souci. Et sinon, pardon, du coup, ça, c'est autorisé en France de faire des tests? Non, c'est pas autorisé en France, on l'aurait pas fait. Mais je trouve que ça aurait été intéressant de le savoir, mais non, c'est pas autorisé. Et je pense que ça ne l'est pas non plus en Tunisie. Non. Non, on ne fait pas. Donc non, nous, on ne fait pas ça. Par contre, voilà, je me poserais la question de, vu que finalement l'IMSI n'a pas fonctionné, ces gens, ils ont eu beaucoup de ponctions sans finalement un seul transfert. J'aurais déjà fait du transfert précoce en mettant tout ce qu'on a, tout ce qui est clivé finalement, quelle que soit la qualité embryonnaire. Et j'aurais peut-être quand même fait de la FIV classique. Je sais que vous n'en faites pas beaucoup, du coup, j'ai compris
vous en faisiez que l'ovocyte peut-être est pas tout à fait mature et qui va pouvoir peut-être continuer à maturer, la fécondation se fera. Finalement, on ne sait pas à quel moment, mais il y aura cette possibilité de fécondation. Ça pourrait être une option peut-être, mais bon, je ne suis pas convaincue que ça marche. Là, ils ont fait quand même beaucoup de tentatives et ça me paraît compliqué pour ce couple quand même. Donc, du coup, vous proposez de la FIV classique pour ce genre de cas, si je comprends bien. Là, j'aurais vraiment proposé de la FIV classique en me disant que c'est peut-être plutôt un problème de maturité ovocytaire finalement plus que spermatique. Mais Éventuellement, une biopsie testiculaire pourrait être intéressante dans ce cas-là, à votre avis? Moi personnellement, je pense pas. Après, j'ai pas, là comme ça, j'ai pas jamais rarement vu comme ça une utilisation de biopsie testiculaire sur un sperme qui finalement est quand même une numération pas trop mal. Et surtout, je pense que si c'est vraiment lié aux spermatozoïdes, c'est lié à vraiment un déficit au niveau des enzymes ou de l'activation de l'ovocyte. En tout cas, la biopsie testiculaire ne va pas régler le problème. Au contraire, on aura un spermatozoïde qui sera encore peut-être moins mature et qui va peut-être pas finalement être plus fécondant. On est d'accord. On est d'accord, nous aussi, on propose On est d'accord avec vous. Ouais. On va proposer une biopsie testiculaire dans ces cas-là parce qu'effectivement, comme vous l'avez bien dit, c'est probablement un problème enzymatique ou moléculaire très complexe qu'on n'arrive pas à identifier. Malheureusement, je pense qu'on n'aura pas. Enfin, je ne suis pas du tout sûre que ça marche en FIV et je ne suis pas du tout sûre qu'on y arrive pour ce couple-là. Sonia, tu es d'accord? Oui, oui, bien évidemment. Bien, sur ce. Merci Marion. Merci à tout le monde. Merci à tous les participants. Et j'espère vous revoir donc, le 14 avril pour une soirée ramadanesque. Merci à tous et à vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.